quelqu'un de normal ne fait pas tout ce que je fais. J'ai eu jusqu'à 7 sociétés, j'ai 2 écoles de danse, ma carrière, j'ai ma famille, j'ai tout. Je pense que j'ai fait une thérapie aussi de vouloir prouver à mon père, à ma mère, à ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, que j'étais capable, quoi. Aujourd'hui, je reçois une figure incontournable du hip-hop, Bruce Ikanji. Danseur, chorégraphe, producteur, pédagogue, mais aussi entrepreneur visionnaire, il a su bâtir des ponts entre la rue et la scène, entre l'art et le business. En 2002, il crée le Juste Debout, un événement devenu légendaire, qui rassemble chaque année à Paris, le plus souvent à l'Accor Arena, les meilleurs danseurs du monde dans toutes les disciplines du hip-hop debout. Mais Bruce ne s'est jamais limité à la scène. Il a créé une école, une agence, un magazine, des tournées internationales et aujourd'hui encore, il continue de repousser les frontières de la danse en lançant des projets aussi ambitieux qu'innovants. Dans cet entretien, Bruce revient sur son parcours, sa vision du hip-hop, son rapport à la liberté et me révèle un scoop autour de la 20e édition du Juste Debout. Je suis Myriam Selam, journaliste et passionnée de danse. Et si cet épisode vous inspire, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à m'écrire sur Instagram. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruce. Bonjour Myriam, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ouais. Heureux d'être là. Écoute, merci pour la présentation. Tout est hyper juste et vrai. Juste un truc que je précise, Dis-moi. je suis pas chorégraphe. Ah, En fait, tu ne te considères pas comme... non, j'ai fait des pièces, j'ai fait des trucs, mais pour moi, chorégraphe, c'est un vrai métier. Et moi, je suis danseur, interprète et je forme à la danse, mais je suis pas chorégraphe. Et c'est pas pour te corriger, c'est juste pour que les gens, c'est vrai que souvent, quand ils disent danseur, ils assimilent ça tout de suite à danseur, chorégraphe. Non. Moi, je suis danseur, interprète et chorégraphe. C'est un bien gros talent que j'ai pas développé, en fait. OK. Eh ben, c'est bien de le préciser. Ouais, parce que, tous les danseurs hip-hop, souvent, je suis danseur, chorégraphe. Ouais, OK. C'est vrai que c'est un vrai métier, il y a... Ah oui, Ouais, ouais. si tu veux créer, si tu veux être créatif et tout. Et voilà, sans condescendance. Non, mais attends, mais et puis c'est bien de remettre, les points sur les i. Moi, je suis, très partisane de ça, donc surtout, sens-toi libre. Mais merci pour la présentation. Avec plaisir. 1re question, je voudrais que tu me dises là, comme ça, si, je te parle de ton tout premier souvenir de danse, c'était quoi? Et ce que je dis à chaque fois, hein, dans les interviews, c'est, mon père qui m'a ramené une cassette vidéo parce que moi je suis franco-camerounais et je vivais au Cameroun de 5 ans à 10 ans et mon père m'avait ramené une cassette VHS, de Londres parce que c'est un homme d'affaires qui voyageait un peu partout dans le monde, enfin, en Europe en tout cas. Et il m'avait ramené cette cassette, vidéo et quand il me met la cassette, et j'ai des mecs qui sont avec des ceintures à clous, des lunettes, des Iroquois, des blousons en cuir, donc dans les années 80 et qui commencent à faire du gliding, du waving, du popping et du coup tu te dis: «Waouh!» C'est, je suis tombé amoureux quoi, Tu es tombé amoureux de quoi exactement? de l'illusion. En Dis. fait, la magie que ce moment-là m'a procuré en fait. Pas de la musique tout de suite, enfin la musique on était dedans parce qu'on était au Cameroun et tout, mais pas de la culture hip-hop tout de suite, de l'illusion que ces mecs-là, m'ont procuré ce jour-là et l'émotion en fait. C'est marrant de parler d'illusion, ça veut dire qu'il y a le côté, je joue avec l'image, je joue avec mon corps, c'est quoi? Quand tu parles... En fait, le pop, donc la danse que je fais, le popping, c'est vachement lié au mime. Donc dans le mime, il y a de l'illusion et enfin de l'illusionnisme et du coup, qu'on a retranscrit avec la danse, avec le groove, avec, tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de mime et je pense que de toute façon, dans toutes les danses, ce que j'appelle les effets, si on est un bon ou une bonne danseuse, tu donnes des effets à ta danse. Par exemple, le lac des cygnes, quand la danseuse classique, elle arrive, elle fait ça, mais on a l'impression qu'elle flotte, parce qu'elle est sur les pointes, on sent même pas tu vois? Pour moi, c'est une illusion et c'est de la magie, tu vois? Et moi, je suis tombé amoureux de la magie, en fait, pas de la danse. Je suis tombé amoureux de la magie que procure la danse. Parce que toi, ça t'a procuré quoi justement à ce moment-là? Donc tu dois avoir quoi, 7, 8 ans? J'ai 8 ans, ouais. OK. Donc tu vois ça et qu'est-ce que ça te procure? Parce que l'idée, c'est que j'imagine, c'est de donner des émotions, en fait. Exactement. Pour moi, la danse, c'est émotion. Avant même d'être technique, codifié, business, c'est une émotion et la première fois que je vois ça, je suis choqué, tu vois? Je remets. Parce qu'à l'époque, pour les plus jeunes, c'était des cassettes, donc fallait rembobiner et ça prenait du temps. Donc tu remets, tu rejoues, tu remets, tu Retrouver la bonne scène en plus, parce que c'est pas ouais, c'est toujours ça. aussi facile. Ouais.
Du coup, ouais, c'est l'émotion et ça me procure un truc, indélébile dans mon corps jusqu'à présent. Voilà, j'ai 49 ans aujourd'hui et je continue de d'avoir cet amour pour ça, quoi. Tu l'as revu cette, Non, jamais, jamais parce que c'est trop petit, tu vois? Mais je sais à peu près qui c'était, mais je pourrais pas te dire exactement quelle scène c'est. Ouais. OK. En tout cas, on sent déjà, c'est de là que tout part et il y a une espèce à t'entendre, il y a quand même une espèce d'empreinte sur ton corps, quoi. Ah mais c'est sûr. De toute façon, on est des éponges, hein. Le danseur est une éponge ou l'être humain est une éponge. Les artistes épongent encore plus, je pense. Donc du coup, quand tu es artiste, jeune, bah, tu éponges et tu prends les énergies et tu prends les émotions et tu es là: «Waouh!» Et du coup, ouais, bah, c'est pour ça que c'est encore là, quoi. J'ai pas, heu, j'ai pas réépongé dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai pas, expulsé cet amour, pas encore. Peut-être qu'un jour ça le fera, peut-être qu'un jour je me dirai: «Stop», parce que ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Mais c'est pas maintenant en tout cas. Et encore du temps. Ouais. Donc tu es né à Paris, mais tu as vécu, tes premières années jusqu'à à peu près, 8-10 ans, si je ne m'abuse, à Douala, au Cameroun. Cette enfance que tu as là-bas, au Cameroun, j'imagine qu'il y a aussi au niveau de ta danse, au niveau de ton rythme, voilà, le Cameroun, ça vibre beaucoup au niveau de la danse. Comment est-ce que ça a pu peut-être, t'influencer, t'impacter? Déjà, mon père était, franco-camerounais, donc métisse, ma mère française, donc c'est pour ça aussi que je suis très clair de peau. Heu et le, la danse est partout là-bas, la musique est partout. C'est-à-dire que tu passes, dans la rue, tu entends 1 musique, 2 musiques, 3 musiques. Bon, c'est l'Afrique, mais les gens qui ne sont jamais allés en Afrique, faut y aller pour comprendre l'ambiance qu'il y a. Heu et du coup, qui dit musique dit danse, dit, mouvement et cetera et donc ça la cassette vidéo que j'ai vue, c'est le point de départ de me dire: «Je veux faire ça», mais avant on dansait déjà. C'est-à-dire que dans la famille, les baptêmes, il y a des amis qui viennent, on met de la musique, on bouge quoi. Voilà, on bouge. Donc quand même, déjà, tu bougeais et c'était déjà dans ton environnement? Ouais, c'était déjà culturel en fait, Ouais. c'est déjà culturel, ouais. Donc tu passes pas mal de temps, donc jusqu'à tes 8-10 ans? Ouais, de 5 ans à 10 ans au Cameroun, ouais. 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 Et il va se passer quelque chose un drame qui va faire qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, tu repars finalement en France? Ouais, alors nous, on était, une famille assez aisée au Cameroun avec, 3 villas, des voitures. Mon père, était businessman, c'est le 1er homme à avoir amené, des ordinateurs Amstrad, 460, au Cameroun. Waouh! Ouais, ouais, c'était un truc de fou et des machines à sous, enfin bon, c'était un gars, qui entreprenait et Un peu visionnaire aussi? ah bah, super visionnaire, ouais, je pense et puis bon, après c'est mon père donc je l'idéalisais mais il est parti au Cameroun dans un accident de voiture, il conduisait pas, il était passager donc c'était des circonstances très, très douloureuses. Surtout que le passager était vivant, lui, enfin, voilà, il y avait plein de choses qui étaient troublantes dans cette histoire et ma mère est rentrée en France avec, ses 3 enfants, mon grand frère, ma petite sœur, et on est arrivé à Bordeaux, où il y avait la mère de mon père qui était et on a vécu 1 an à Bordeaux et après on est arrivé à Paris dans la banlieue parisienne. Donc moment difficile pour toi? Ah bah, ça, c'est la descente, la descente. Ouais, bah, moi j'étais, à base de nœuds papillons, chaussures cirées, tu vois? Enfant modèle, super bon à l'école, voilà, c'était moi et arrivé à Paris, enfin laisse tomber, cancre, je fais pipi au lit jusqu'à 12 ans, enfin tu vois? Un vrai ch un trauma qui est toujours là, hein. Les gens disent: «Oui, j'ai perdu mon père, j'attends que» ou ma mère ou «J'attends que ça passe jamais. Ça passe jamais, c'est le genre de truc, qui reste, en soi et il faut l'accepter, mais ça passe jamais. Mais est-ce que, finalement, mais ça on le verra peut-être au fur et à mesure, c'est quelque chose que tu as réussi aussi à transformer finalement peut-être, non? Absolument, mais oui, absolument. J'ai transformé parce que je faisais déjà ça et peut-être que le fait que ce soit lui qui m'ait donné cette cassette, peut-être que j'aurais arrêté 2 ans après, mais le fait qu'il y ait une cette transmission, tu sais? J'ai peut-être eu envie de dire à papa: «Bon là, je continue», quoi, tu vois? Et surtout, ce que je dis souvent aussi, c'est que, quelqu'un de normal ne fait pas tout ce que je fais. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai eu jusqu'à 7 sociétés, j'ai 2 écoles de danse, j'ai ma carrière, j'ai ma famille, j'ai tout. Enfin, je suis un bourreau de travail mais il y a 4-5 ans, j'ai fait une rétrospective, j'ai dit: «Mais attends, attends, attends. Un mec normal, il veut avoir une vie sans trop travailler, être avec sa famille et être cool. Non, moi, je pense que j'ai fait une thérapie aussi de vouloir prouver, à mon père, à ma mère, à ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, que j'étais capable, quoi et je Capable pense de que quoi? sans ça, j'aurais p capable.
Bah, ouais, parce que quand tu es un cancre de 10 ans à 17, 16-17 ans, parce que je me suis fait virer des collèges, tout ça. J'étais vraiment très turbulent. Voilà. Tu passé quand même du mec modèle Ouais. au turbulent. Au diablotin. Ouais, Mais vraiment. ouais. Genre des trucs, bon, je vais pas raconter, mais des trucs de fou. Bon, j'ai jamais fait de trucs horribles, avec, les femmes, les arrachages de sacs à main, les meurtres et tout, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de conneries. Ouais, tu border. Ah ouais, non, mais c'était même pas border, j'étais dedans, quoi. Et donc après la danse m'a sauvé aussi une deuxième fois. Ça, c'est un peu cliché, mais ma femme, la famille, la danse m'ont sauvé une deuxième fois parce que, voilà, j'étais mal parti, quoi. Du coup, toi, tu arrives à Bordeaux, puis à Champs-sur-Marne, Ouais. et c'est là où finalement ça tu vas peut-être un petit peu effectivement en même temps, tu pars de Douala, c'est quand même, un autre environnement. Tu as, plus ton père, tu as peut-être plus les mêmes conditions aussi, financières. Ah non, non, mais ma mère, quand on a perdu mon père au Cameroun, heu, les gens sont arrivés dans les maisons, ils ont tout pris. Donc c'est ça le contexte. Pour elle, nous, on s'en est pas rendu compte, mais ils ont tout pris, ça y est, c'était fini, quoi. Donc les cousins, les trucs, qui prennent la télé, la voiture, le truc. Donc je suis arrivé en France avec une rage. Bien sûr. Tu te dis: «Waouh» et ma mère elle est toute seule et donc ma mère a une femme admirable qui est là toujours et pourvu qu'elle reste le plus longtemps possible, qui est, elle, une battante, quoi. C'est une femme forte. C'est une femme, tu verras jamais son émotion. Enfin, généreuse et tout, hein, mais waouh, un ouais, c'est incroyable. Donc elle rentre en France avec ses 3 enfants et elle a dû se battre. Ah bien sûr. Donc moi j'ai la rage, je vois les huissiers arriver aux portes, je vois des trucs, tu vois? Hyper violent. Mais oui, parce que je passe d'un statut où tu as des gens qui bossent, un jardinier, des gens un cuisinier, tu vois? C'était ça. En Afrique, c'est commun Bien sûr. et tu passes à un truc où, tu vois ta mère qui galère, et donc du coup, moi, je peux rien lui demander. Je lui demande pas d'habits, je lui demande rien parce que voilà, fallait se débrouiller. Et donc à Champs-sur-Marne, tu me disais que, ben, oui, la danse peut aussi être à ce moment-là, quelque chose qui peut t'aider. Totalement, totalement parce que, heu, en plus, c'était des époques où on parlait pas. C'est-à-dire que, le psychologue, oublie. C'est pour les fous. Ouais. Et jusqu'à présent, hein, moi j'ai été voir un psy une fois dans ma vie, alors que c'était un autre gros problème, mais bon bref. Et voilà et donc tu parles pas, j'arrive dans un quartier, les grands m'aiment bien, les petits m'aiment pas parce que les grands m'aiment bien, donc je me fais tabasser, je me fais défoncer, j'étais tout petit jusqu'à 16 ans moi. Jusqu'à 16 ans, une crevette. Aïe. Ouais. Et du coup après, bah, je me suis développé, après bon, voilà, j'ai dû être, un peu plus fort, montrer mes dents, enfin, ça fait un peu cliché, hein, mais c'est vraiment, il y a eu de la souffrance, quoi. Bah, en tout cas, on sait que la culture hip-hop, elle vient quand même d'une rage à la base. Ouais et puis même moi, je pense que même la culture hip-hop et même la danse, enfin, tu vois, c'est pas parce que tu es riche, tu vis dans le 16e que tu as pas de struggle, que tu as pas de choses à dire. Tu as peut-être d'autres choses à dire et je pense que la danse, c'est un exutoire, incroyable, magnifique et sans parler de la danse hip-hop, je pense que les artistes qui ont des choses à dire, alors je me jette un peu des fleurs, mais enfin, les artistes qui font des grandes choses, c'est les artistes qui ont des choses à dire. Voilà et c'est pas pour ça qu'il faut se crever un œil, hein, mais enfin, tu vois, c'est juste que je pense que les gens ne comprennent pas que c'est pas que mécanique et que technique. C'est organique et ça vient du cœur. Et pour ne pas dire vital finalement. Ah bah, c'est vital. De toute façon, ce que je dis, souvent, moi, des fois, il y a des périodes de ma vie où j'ai pas dansé pendant un mois et les gens ils me disent: «Ah mais tu fou, comment t'as pu faire?» Mais parce que la danse, c'est un sentiment, c'est une émotion donc si t'as pas envie de boire de l'eau, tu bois pas. Et les gens disent: «Non, non, faut que je m'entraîne». Mais tu t'entraînes pour quoi? Pour qui? Pour toi ou pour un résultat ou pour les gens qui te demandent un résultat? Donc des fois, je dansais pas pendant un mois et après quand je redanse, waouh! Si c'est ça la danse, tu vois? Et tu redécouvres et tu retombes amoureux. Tu retrouves les Ah sensations, ouais, c'est magnifique ça c'est magique. et moi je dis souvent à mes élèves parce qu'il y a certains profs qui sont partisans de: «Entraînez-vous pendant les vacances et tout». Je dis: «Non, faites autre chose. Allez au cinéma, allez boire des coups, bouquiner, allez au théâtre. Faites autre chose. Ouvrez-vous l'esprit, respirez et redécouvrez et retombez amoureux de la danse. Mais bon, après c'est des mentalités, quoi. Chacun après fait comme il l'entend. Donc tu es là-bas, donc à Champs-sur-Marne, donc c'est un peu compliqué, il y a effectivement, difficile de s'intégrer, mais pourtant tu vas
quand même avoir pas mal d'équipes, des crews qu'on appelle, qui vont peut-être être pour toi, une nouvelle famille. Ah oui, mais tout à fait, en fait, mon grand frère était en décrochage aussi lui. Et maintenant, c'est mon exemple, hein. Ça a toujours été mon exemple, mais à l'époque, c'était compliqué. Il pouvait pas enfin, c'était très compliqué pour lui. Psychologiquement, on dit que les âges auxquels il faut pas perdre ton parent, c'est il y a des âges et 13 ans, il était en plein dedans, lui. Donc dans l'adolescence, il se construisait et du coup, lui, il s'est voilà, ça a été plus dur pour s'occuper de moi, tout ça, au début. Et même à la fin d'ailleurs. Mais je comprends et je lui en veux pas et du coup, bah, c'est des grands du quartier qui ont un peu pris la relève. Alors il y avait les grands délinquants, il y a aussi les grands Des modèles. délinquants, mais qui étaient des modèles, des mecs délinquants, mais admirables, qui étaient intelligents, qui étaient c'est juste qu'ils ont pas eu de chance dans leur vie. Donc quand je dis délinquants, je les rejette pas parce que c'est des gens extraordinaires qui ont juste pas eu de chance, tu vois? Et ça, faut le préciser. Bon après, il y en a, Oui, c'est un choix des fois où c'est un peu il y en a qui ont eu le choix et qui ont fait les c'est cons. ça, oui. Mais il y en a qui ont pas eu le choix. Il y a des vies bien plus compliquées là que les nôtres. Hem et donc il y a un grand, qui s'appelle Manu Nguyen, dans le quartier qui me dit: «Bon vas-y arrête tes conneries là, viens» et il m'emmène voir, d'autres grands, Sully Seyfield, Gueulard, Fana, Laurent Preneur à Emmarinville parce que moi j'étais à Champs-sur-Marne dans le 77 et il me dit: «Voilà, tu veux faire quoi? Tu veux faire ça, tu veux faire ça?» Et du coup, je vois Sully Seyfield qui fait des glides que j'avais vus à 8 ans. Donc les glides, pour les néophytes, c'est tous les mouvements glissés quand, on donne l'illusion de glisser, sur le sol et il me dit: «Tu veux faire ça?» et je dis: «Ah ouais, moi je veux faire ça» et donc ils m'ont un peu pris en main, quoi. Les TKS. Les TKS, qui vont être hyper importants et qui vont être un peu ta famille, hein, finalement avec, j'aime bien ça, il y a une phrase manifeste qui dit, «Est-ce un crime d'être une étoile?» Exactement. Bah, tu as bien recherché. En fait, parce que ça, c'était en fait, moi, j'avais quoi? J'avais 11, 12 ans et eux, ils avaient 17, 20 ans, enfin, ils étaient bien plus grands que moi. Ils avaient déjà une belle philosophie. Sans se plaindre, il disait: «Est-ce un crime d'être une étoile?» parce que dans le hip-hop à l'époque, on était rejetés de partout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de salle de danse, on n'était pas dans les écoles de danse, on n'avait pas de lieu, il y avait pas de théâtre. Faut se remettre dans le contexte. Ça n'existait pas en télé, ça n'existait nulle part et donc des portes nous étaient fermées et donc le slogan c'était TKS, The Criminal Stars avec un K, The Criminal Stars, donc les stars criminelles, heu et Est-ce un crime d'être une étoile? Criminel, on l'emploie plus maintenant, mais c'était un terme qu'on employait beaucoup dans le hip-hop avant. Genre: «Ah, c'est un tueur, c'est un criminel». Voilà, ça se dit plus maintenant, mais à l'époque, ça se disait comme ça. Mais ça m'intéresse que tu rem qu'est-ce que toi ça t'évoque justement cette phrase, manifeste du genre, enfin, je trouve que c'est aussi, décider d'aller loin déjà. Ah bah oui, mais moi, ils m'ont donné de l'essence pour toute une vie, hein. Ils m'ont éduqué et pourtant ça a pas duré longtemps, hein. C'était de 87 à 90, un truc comme ça. Et ils m'ont donné des purée, j'étais avec des mecs, ils étudiaient, enfin, ça c'était des étudiants. Bon, il y avait aussi des anciens délinquants, mais tu vois, c'était une famille où il y avait DJing, graffiti artiste, beatboxer, rappeur, tagueur et danseur et quand ils me disent cette phrase-là, je me dis: «Bah, en fait, ouais, en fait, Est-ce un crime d'être une étoile?» c'est déjà, ils m'avaient insufflé le combat. Tu vois? Tout petit, ils m'ont dit: «Ouais, bah, va falloir combattre», tu vois? Donc alors de par ma famille déjà, je savais, mais dans l'art aussi, je me suis dit: «Ah ouais, il y a des gens là qui me disent: "Ouais, bah, ça va pas être facile, quoi"». Et donc comment est-ce que tu justement prends ça? Tu as cette, équipe-là, cette crew, et qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que ça se concrétise ce combat finalement? Bah, en fait, ça se concrétise avec des actes, hein, déjà à l'époque, c'est rien maintenant aujourd'hui, mais tu sais, on faisait printer nos t-shirts, on faisait nos soirées, heu, tu vois? On allait faire des défis avec d'autres parce que le terme battle est venu bien plus tard. Le battle, c'est venu dans les années, fin 90. À l'époque, on appelait ça les défis et donc on faisait des défis avec d'autres crews et heu et on allait faire des week-ends à la campagne, tu vois? Et on mixait, moi j'ai touché à tout, j'ai touché au rap, j'ai touché au tag, j'ai touché au graphe, j'ai mixé parce que ces grands-là m'ont dit: «Voilà, le hip-hop, c'est une culture dans son globalité et c'est pas que la danse». Ah, il y a des piliers quoi. Exactement, il y a les 5 piliers qui sont danse, graffiti, beatboxing, DJing et rap et il y en a qui disent que le cinquième pilier, c'est le savoir. Mais moi, je pense que c'est le 6e pilier, qui constitue tout ça, quoi. Et heu et du coup, le fait qu'il m'insuffle tout ça, tu vois? Aujourd'hui, je prends le micro à Bercy, mais c'est parce que
de tout petit, j'ai commencé déjà à rapper. Aujourd'hui, je regarde des logos, je suis capable de dire: «Ouais, le logo, il fonctionne pas», parce que j'ai essayé de graffer. Enfin, tu vois, c'est des trucs, mais ça n'a pas de prix et c'est ce que je dis à mes élèves, je leur dis: «Ouais, vous faites du hip-hop, mais vous êtes pas hip-hop». C'est-à-dire que tu fais du hip-hop, mais être hip-hop, c'est différent. Faut s'intéresser à la culture dans son entièreté, quoi. Et en fait, comme tu dis, c'est un background et c'est un outil de dingue. C'est incroyable. Bah, parce qu'en plus, tu reprends confiance en toi. C'est-à-dire que, voilà, je suis nul à l'école, je suis en décrochage et je te jure que j'essayais à l'école, hein, mais j'arrivais pas. Alors que bon, je pense pas être bête, mais tu vois, c'était le truc, j'arrivais pas, tu vois? C'était plus fort que moi. Alors que tu disais que tu étais hyper bon élève avant, À 10 ans, jusqu'à 10 ans, j'étais l'élève modèle, moi. Tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Ça vient pas de là. Bah, non. Du coup, ça m'a fait reprendre confiance. ouais. Donc c'est intéressant. Ouais. Et en même temps, il faut quand même essayer de bosser et de faire quelque chose, tu fais de la cuisine? Alors, par dépit, Ouais. parce que je me Que maman. oui, parce que maman, parce que je respecte maman et puis que je veux pas la mon frère est déjà en décrochage, je la vois qui est triste. Je me dis: «Bon, fais pas le con, fais quelque chose». Puis moi, je m'occupais beaucoup en fait, j'étais un petit papa pour ma petite sœur. Tu as combien d'années de moins? 6 ans, ouais. Du coup, je l'amenais à l'école, je l'habillais le matin, je lui faisais la bouffe le soir parce que ma femme, enfin ma mère, travaillait, tu vois? Quelle Beaucoup. boule. Beau lapsus. Ouais, beau lapsus, ouais, parce que c'est de l'amour, c'est pareil. Ma mère travaillait, énormément. Elle travaillait chez les avocats, elle était secrétaire et du coup, bah, elle avait pas le temps, quoi, tu vois? Donc j'allais la chercher à 16h30 à l'école, je lui faisais son goûter, après je lui faisais la bouffe, enfin, tu vois? Et du coup, ouais, elle m'a dit: «Bon, bah, si tu es nulle à l'école, fais de la cuisine». Je voulais pas la décevoir, donc j'ai fait cuisine et j'aimais ça, j'aimais faire la bouffe, tu vois? Après le truc, c'est que, bon, cuisine, c'était très compliqué aussi parce que ça a changé. Les gens, faut qu'ils recontextualisent. À l'époque, les chefs étaient hyper racistes, hyper durs. Alors Hyper dur. pas tous, mais faut pas généraliser, mais moi, les chefs, tu le skinhead, vraiment. Ah ouais, ouais, tu le sous-chef skinhead, tu avais l'autre, qui te disait: «Ah Niakoué, vas-y!» il m'appelait Niakoué, moi, en cuisine. Je te jure: «Ah Niakoué, vas-y, plus vite!» Mais c'est d'une Ah violence. non, mais ouais, mais bon, moi, je me rendais pas compte. Ouais, c'est ça. Parce que c'est notre époque. Dans le quartier, on se charriait déjà. Tu avais le juif, tu avais, le musulman, tu avais le noir. On s'en foutait, on était ensemble et on se vannait. Donc moi, tu m'appelles Niakoué, pour moi, c'est normal, tu vois? Donc il me jetait des patates et tout, enfin, tu vois, des trucs balèzes. Sympa, sympa pour la Sympa, confiance. sympa Ouais, pour la on confiance adore. et donc du coup, j'ai fait 4 ans de cuisine. J'ai fait 2 années d'apprentissage. À la 2e année, je me fais virer de mon apprentissage parce que je m'embrouille avec les gens vont penser que je suis une terreur. Oh là là, mon Dieu. Mais non, c'est juste que tu as juste un peu de caractère et c'est pas aussi une mauvaise enfin, tu vois, il y a un moment donné, il faut aussi se respecter. Ouais, c'est ça. Mais bon, c c'était plus une révolte parce que c'était un manque de respect, d'ailleurs, je suis désolé à tous ceux auxquels j'ai fait du mal. Je vois mon chef d'apprentissage, mais je m'embrouille avec lui. Je pense pas qu'à la base, il me voulait du mal, quoi, tu vois? Donc je m'embrouille avec lui, je me fais virer de mon apprentissage et je passe mon putain, je me dis: «Putain, je suis un bon à rien». Mmh. Et je me dis: «Il faut quand même que» parce que ma mère est déçue. Ma mère est très déçue et je vois qu'elle est déçue et je me dis: «Bon, là, faut que je passe mon CAP quand même en CAP BEP en candidat libre». OK. Je me remets dans les bouquins et je m'entraîne chez moi. Je m'entraîne chez moi et je passe ouais, seul et je passe mon CAP BEP en candidat libre et c'est con, mais ça m'a donné une confiance. J'ai fait: «Putain, je suis capable». Parce que moi, j'y croyais pas. Ouais. Je me dis: «Non, mais là, CAP BEP candidat libre, c'est mort». Tout seul, Pas facile. ouais, j'avais 6 mois de carence, mais le fait que je sois revenu aussi, je pense qu'ils me l'ont donné parce que mon maître d'apprentissage, il m'a revu. Ouais. Il a vu que j'étais revenu et il s'est dit: «Bon, c'est pas qu'un petit con, quoi». Et donc ça va te permettre un petit peu de calmer maman et de voilà, de lui montrer, que tu l'entends et que tu te mets un peu en sécurité. Parallèlement, comment ça se passe au niveau de ta danse? Alors j'ai toujours dansé en cuisine, je dansais, ouais et justement, c'est pour ça que le chef, des fois, il me lançait des pommes de terre, il me disait: «Arrête de gigoter» et mais c'est des supers années. Enfin, tu vois? Aujourd'hui, tu me dis: «C'est violent», mais moi, c'est des années, mais pourquoi? Parce que je bossais dur, tu vois? C'était 6 heures du matin en cuisine, la main dans les glaçons, enfin bref, à éplucher des moules, 100 kilogrammes de moules, enfin, tu vois? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand tu es apprenti au début, ils te font faire, voilà. Donc c'était très dur et le soir, je dansais. Et c'est les meilleures années de ma vie parce que la danse était vraiment encore plus un exutoire. C'est-à-dire que j'avais mon métier, je me faisais un peu de thunes, puis à côté, je dansais pour le plaisir. On allait au Gibus, on allait, dans des clubs au Divan du Monde, tout ça et on dansait.
Et du coup, j'ai toujours dansé, toujours, toujours. Et après, du coup, bon, pour pas décevoir maman, je suis resté, chez quand je suis resté chez elle, je suis resté en cuisine. Et dès que j'ai eu mon appart, à 21 ans, heu, j'ai lâché la cuisine. Ouais, tu dit: «Bon, c'est bon, Ouais, on c'est bon. arrête». Je me suis dit: «Allez, je me donne une année» et j'ai lâché la cuisine et j'ai fait une année, sabbatique dans laquelle, je suis rentré au bout de 3 mois dans la tournée d'MC Solar. Alors comment ça se passe? Comment est-ce que il y a forcément une connexion, tu vois? Bah, je remercierai jamais assez, Francis Mbila, qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, un grand danseur de Section C, un groupe, connu du hip-hop, qui m'a fait rentrer dans Section C avec Paul Erec et après qui m'a présenté à Max Lore. Bon, Max Lore, je veux pas écorcher son nom, Max Lore, qui était chorégraphe à l'époque de MC Solar. Donc, j'ai fait Section C, après ils m'ont fait rentrer dans Boogie Side, c'était la compagnie qui gérait un peu avec Max Lore et Max Lore il m'a dit: «Ouais, tu intéressant, bah, vas-y, je te mets sur MC Solar» et donc elle me met sur MC Solar et 3 mois après, et d'ailleurs merci à Max Lore aussi, merci à tous ces gens-là qui ont cru en moi. Tu fais une énorme tournée avec lui. Je fais une tournée non, alors attends, parce que j'étais quand même Kaira encore. On sent le truc qui va un peu Ouais, briller. j'ai le petit scoop. Ah, la tournée, c'était 1 an. Je fais Paradisiaque. Paradisiaque Tour, mais incroyable. Bambi, dédicace à Bambi, Jean-Mi, Prosper et Claude MC bien sûr et Linda, tout le monde et Régis, mon pote. Bref, désolé, je suis obligé de les nommer, je suis obligé parce que c'était incroyable. Alors, je fais 3 mois de tournée sur 1 an. Pourquoi? Je fais 3 mois de tournée et au bout des 3 mois, ça on était un peu fatigués et justement Maxence, elle me parle et à un moment je fais: «Oh!» tu sais, je lui manque de respect. Je fais: «Ah vas-y, c'est bon». Tu vois? Enfant, tu vois? Turbulent, quoi. Et elle a mal pris. Et elle a dit: «Ouais, c'est lui ou c'est moi?» Bah, c'est moi qui ai sauté, tu vois? À ce moment-là, Ouais, je ouais. pense que ouais. Et donc je me fais virer de la tournée et moi, le pire, c'est que moi je dis: «Bon, j'ai 1 an de tournée». Mon premier gros salaire, parce que c'était un gros salaire pour l'époque, c'était 30 000 francs. C'est énorme! C'est énorme. 30 000 francs d'il y a 20 ans, 25 ans, c'est comme si tu gagnais 25 000 € aujourd'hui, Mais en combien de temps? en 2 mois. Non, non, on était super bien payés donc voilà et donc je me dis: «Bon, allez, je prends ces sous-là, j'amène toute ma famille au ski» et j'amène ma famille au ski avec ma femme enceinte et tout. Ma famille au ski, ma sœur, mon frère, ma mère et tout. Tu sais, moi, pour moi, c'est une fierté. Je les amène au ski et tout et pendant que je suis au ski, on m'appelle, on me dit: «Tu es viré». Parce que moi, je me dis: «Je claque mon argent pour aller au ski Mais et après bon, en vrai d'autres. j'en aurai d'autres», tu vois? Super. Et du coup, donc je me suis fait virer dans la deuxième partie de la tournée et après, bon, il s'est passé que Maxor, s'est embrouillé avec eux après et qu'après, le crew d'MC Solar, ils m'ont rappelé parce que bon, j'avais pas que des torts non plus. Donc, ils m'ont rappelé pour la dernière section de la tournée qui était en été. Donc j'étais ravi. Ça va, tu arrives toujours à finalement rebondir Mais plus ou c'est moins. franchement, c'est eux qui m'ont réintégré parce que moi, je sentais qu'il y avait une injustice quand même parce que bon, c'était un geste, mais voilà, ça aurait pu être pardonné, quoi, Ouais, tu vois? ça allait. Mais bon. À quel moment est-ce que dans ta danse, je pense qu'il va y avoir quelque chose aussi d'important avant peut-être même cette, tournée, c'est que tu vas quand même côtoyer des gars hyper importants qui sont, Electric Boogaloo. Alors, plus tard, les gens qui ont marqué, moi, ma danse, c'est, un Français qui s'appelle Régis Trugy, qui m'a canalisé, en fait, tu vois? C'est un mec, tu le vois, il a tout le temps le sourire et tout comme ça et tu es à côté de lui, tu fais toi, venant du quartier et venant d'un environnement super dur, tu comprends pas pourquoi ce mec-là, il a tout le temps le sourire. Tu sais, tu es là, mais c'est admirable, hein et j'ai jamais critiqué, hein, mais je suis là: «Putain, mais comment il fait?» Tu sais, j'ai dit: «Comment il fait?» Et le mec, tout me dit sur lui et il est encore d'actualité, il fait des one man show et tout, et maintenant il fait de la comédie corporelle, il fait un show qui s'appelle Excentrique, donc renseignez-vous et le mec, un tueur en danse. Genre, bam, des waves, un corps élastique et blanc, fin, tu sais, alors que nous on était tous, tu sais, un peu, ah et lui, il arrive sur scène avec le sourire et il défonce tout le monde et là, tu te dis: «Putain, ce mec-là m'a vachement, vachement, vachement influencé». Pas seulement dans la danse, mais dans l'état d'esprit qu'il fallait avoir, tu vois? Et je le remercierai jamais assez. D'ailleurs, c'est le parrain de mon fils et on est toujours très amis. Et dans justement dans c'est quoi cet état d'esprit? Bah, c'est ouais, pas de négativité, quoi. Tu vois? Pas de négativité. Alors, lui, c'est trop. Tu vois? Des fois, je lui dis: «Non, mais arrête, là, c'est trop». Enfin, tu vois? Il y a le mauvais et le bon et je pense que quand tu es trop bon, bon, on connaît le slogan, donc mais en même temps, Dieu lui rend, quoi. Tu vois? Le mec, il rayonne encore aujourd'hui et puis il a influencé tellement de monde et d'une modestie incroyable. D'une modestie incroyable. Donc lui, il m'a influencé beaucoup. Bien sûr, mes grands, Sully Seyfield, les TKS, c'est sûr et les Boogaloo, ils sont venus bien plus tard, mais ils sont venus,
un peu, tu vois, en workshop, quoi. Donc c'était pas mes mentors. Il y a juste une personne des Boogaloo's qui m'a vraiment très inspiré parce que c'était un peu le même type de personne que Régis, c'est Popin Taco. Popin Taco qui était chorégraphe de Michael Jackson pendant 18 ans et qui était dans les Boogaloo's mais qui était un peu à part parce qu'eux aussi c'était des durs et Taco il est arrivé avec un grand sourire et une technique incroyable. Donc mes inspirations c'est Régis, Taco, Jay-Z J à New York et après des mecs comme Brian Green, Link, Loose Joint. Mais c'est pas les Boogaloo's, dans leur entièreté, même si j'ai puisé aussi dans ce qu'ils font, hein, attention. Mais c'est pas mes mentors, quoi. Parce que quand même, je voudrais qu'on revienne dans le hip-hop. On a quand même si, comme on disait, il y a les 5 piliers, voire le sixième, OK. Il y a plusieurs styles et toi quand même, si j'ai bien compris, tu es plus dans le popping. Ouais, exactement, parce que je suis né dans une époque enfin, je suis né artistiquement dans une époque où c'était le popping. Mais après, j'ai suivi l'évolution avec, le hip-hop et cetera et cetera. Donc le popping pour les gens, c'est tout ce qui est, blocage, contraction musculaire, wave, tutting, robot, tout ça. Comme ça, vous voyez à peu près ce que c'est. Mais après, en fait, moi, je pense je suis danseur, en fait. J'ai suivi les époques, tout comme le hip-hop s'est inspiré du jazz, le jazz du blues et cetera et cetera et cetera et ça. Je pense que c'est ça qui est magnifique dans la danse, c'est que ça c'est jamais fini, quoi. Ouais. OK et donc tu fais, MC Solar, tu arrives finalement à revenir un peu, et à sauver les meubles, ah et tu vas faire aussi rien à voir, les 10 commandements. Ouais, je fais les 10 commandements. Alors je rentre dans le crew Ikenji, donc Ikenji, c'est pas mon nom de famille, c'est le nom de mon crew. I pour bon, Kenji pour, I pour bon, alors attends, je vois pas là. I parce que c'est Y. Ah oui, C'est un nom japonais, en fait. OK. Donc que mon crew a pris avant que moi, je sois même dans le crew et I comme bon et Kenji comme, spirit, donc esprit, spirit, voilà. Hem et du coup, je rentre dans ce crew-là, et de ce crew-là, on fait des créations, on danse pour, Pina Bausch à Wuppertal. Ouais, ouais, ouais. On danse, à l'exposition universelle de Lisbonne. On fait énormément de choses, vraiment. On fait des compagnies, La Villette et cetera et cetera. Pendant que j'étais dans cette compagnie, il y a Kamel Wally qui recherche des danseurs hip-hop et moi, j'y vais, je vais au casting et je commence à donner une gestuelle propre à l'Égypte. Ce qu'on appelle les King Tuts. Donc King Tut pour Toutankhamon et ce qu'on appelle aussi les Tetris ou le tutting, voilà, pour les gens. Mais la vraie appellation, c'est King Tut, King Tut et du coup, j'arrive et pendant l'audition, je fais ça et j'enchaîne bam, 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 bam et Kamel, il fait: «Waouh» et il me dit: «Ah non, mais vas-y, lui, je le veux dans la comédie, quoi» et qu'est-ce que je fais? J'étais tout seul à la base, on m'avait appelé pour le casting, je crois que c'est Deadson, qui m'avait appelé et je fais qu'est-ce que je fais? J'appelle Régis, je fais: «Régis, viens» et j'appelle Régis, il voit Régis, il tombe amoureux de Régis, les waves, tout ça et après on était le duo des 10 commandements on avait des rôles incroyables. C'est-à-dire qu'on était les 2 magiciens des 10 commandements. Ce qui fait que quand les grandes portes s'ouvraient, c'était nous 2, on arrivait en waving, on avait des rôles, incroyables et on a aussi participé à la chorégraphie. Alors Kamel Wally est chorégraphe, mais on a vachement influencé, le le spectacle, quoi. Donc il y a une vraie reconnaissance. Là, tu rentres dans le côté plus institutionnel, tu es plus du tout dans la rue, tu es plus du tout, dans le quartier Mmh. et là, tu es bien payé aussi, j'imagine? Ouais, je suis très bien payé. Connais À l'époque, on était bien payés, hein. Ben ouais, Ouais. beaucoup mieux que C'était maintenant, hein. ouais, ouais, on était comme ça je donne parce que moi j'ai pas de tabou avec les chiffres, comme ça les gens se rendent compte. On était à 35 000 à 40 000 francs par mois. C'est énorme. Ouais et moi bon la journée j'étais modèle pour Nike, enfin, je tournais vraiment beaucoup et je faisais des mois à, je te dis 40 000 à 45 000 francs. Mais aujourd'hui, enfin la baguette pour vous donner une idée, il y a 25 ans la baguette, de pain elle était à 1,10 € et aujourd'hui elle est à 1,20 €. C'est ça. Donc Multiplié par 6 quoi, inflation. mmh. On est d'accord. En tout cas, ça se passe super bien. J'imagine qu'au niveau de ta famille, ta maman, bon, tu Oh la fière, voilà, oh la fière. cher, c'est super, tout va bien et comment tu te dis: «OK, là, tu vas arriver bientôt en 2002 et en fait, il va falloir impulser quelque chose». Ouais, parce qu'en fait, je pense que j'ai hérité ça de mon père. Moi, pendant les 10 commandements, je cassais les bonbons à comment il s'appelle? À Dove. Dove Atia, Albert Cohen et Elie Chouaraki qui étaient les 3 producteurs et je vais voir Dove, je dis: «Mais ça coûte combien ça? Ça coûte combien? Ça coûte combien?» Pas pour, le côté, mais pour me rendre compte de si je veux faire ça moi plus tard, combien ça va me coûter?
Et je dis: «Ouais, mais t'as de l'argent toi, comment t'as fait et tout?» Je dis: «Non, moi j'ai pas d'argent». Il me dit: «J'ai pas d'argent». Bon, il en avait, mais j'ai compris quand il m'a dit ça. C'est-à-dire qu'il a trouvé des leviers pour avoir de l'argent, tu vois? Des levées de fonds et cetera. Et je me dis: «Putain, OK». Et j'ai vachement appris en posant 4-5 questions à ces mecs-là, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Non, mais là, faut faire un truc». Alors ça, c'est la première chose, le côté, business. Si ton père avait peut-être pas été un businessman, peut-être est-ce que ça t'a quand même, Moi c'est le truc du «c'est possible» en fait? moi, j'avais pas vu ça, mais en allant au Japon, en parlant avec un pote à moi, il m'a dit: «Mais» je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit: «Bah, c'est pour ça». Je fais: «C'est pour ça quoi?» «C'est pour ça que tu as fait tout ça». Et tu vois? Mais ça, c'était il y a 35 ans, 40 ans, tu vois? Donc voilà, je pense que oui. Je pense qu'on éponge, qu'on le veuille ou non. Donc voilà. Et du coup, la deuxième raison pour laquelle j'ai commencé le judo debout, c'est qu'il y avait plein de battles de break, donc la danse au sol. Et que nous, on arrivait et on avait 30 minutes, 1 heure. Je dis: «Putain, on est là». Laissé pour compte quoi? Voilà, les laissés pour compte, hein, un peu les pestiférés, tu vois? Et je me suis dit: «Mais attends, dans notre milieu, on va pas encore être les, laissés pour compte». Et du coup, j'ai dit: «Bon, vas-y, on va faire autre chose, on va créer un événement et on va appeler ça le Juste Debout, en rébellion à ça». Même si je kiffe le break, mais ça a été ça au début. Et on va, contacter la communauté et faire une jam. Le Juste Debout, c'est pas un battle. J'ai jamais appelé ça battle. Sur toutes les affiches, il y a jamais marqué battle parce que pour moi, un battle, c'est quand il y a un bif, c'est quand il y a un problème avec quelqu'un. Un défi, un battle, c'est quand il y a un problème et tu règles tes comptes en danse. Et donc j'ai appelé ça Rencontre internationale de danse hip-hop. Et sur tous les flyers que vous regardez de 2002 à 2026, bientôt, vous verrez ça. OK. Donc en tout cas, comment t'expliques le fait que, finalement, il y ait aussi dans le hip-hop, une espèce de truc de: «OK, c'est que debout»? C'est-à-dire? Ben, en fait, c'est ce que tu disais, c'était que le break, vous aviez qu'1 demi-heure Ouais. et en fait, c'était comme si c'était moins reconnu. Ah, c'était moins populaire. Mais c'est normal. C'est moins populaire parce que c'est moins impressionnant. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte, on est dans les années, 2000. Le hip-hop, il est connu, mais pas encore hyper, émancipé et pas hyper développé. Et les gens voient des breakers, disent: «Oh!» Tu vois? Mais tout ce qui est tu arrives derrière, tu fais une vague, bon, il y a des gens qui sont sensibles à ça, mais d'autres non. La majorité des gens, sont sensibles à ce qui est impressionnant, pas ce qui est fin. Oui, mais alors OK, mais il y avait déjà un certain Michael qui était là. C'est sûr, mais Michael, il a été connu aussi pour un mouvement qui était impressionnant, le backslide. Enfin, ce que vous appelez vous le moonwalk, ce qu'on appelle nous le backslide, qui a été repris de Tap Dancer, de Mime Marceau et cetera. Bref. Mais les gens en général, tu arrives, dans une rue, tu fais un salto, ils vont plus faire «waouh» que toi tu arrives, tu fais une vague ou tu fais un mouvement plus profond, tu vois? Et moi, je voulais revenir sur un truc plus profond justement. Un truc où on met la danse, pas seulement pour impressionner ou pour performer. C'est-à-dire que j'appelais ça un échange à l'époque. Bon après ça m'a dépassé, hein. Maintenant, les gens appellent le Juste Debout un battle parce que ça m'a dépassé, les gens veulent du sang. Bon, voilà, c'est comme ça. Non mais c'est vrai, c'est ça, les gens ils veulent du sang donc ça m'a totalement dépassé. La poésie que moi je voulais insuffler là-dedans, j'ai pas réussi à la contrôler et c'est un monstre qui m'a dépassé. Mais je me plains pas, hein, je m'en plains pas, c'est comme ça. Mais en tout cas, justement, ce que toi tu voulais, ce message que tu voulais émettre, c'était quoi à la base? Bah, c'était que on peut danser ensemble, deux 2 par 2. Et je disais même pas, par exemple, Pierre et Bruce contre Paul et Régis. Je disais Pierre et Bruce avec Paul et Régis. Donc c'était avec. Ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir dans la sémantique. Et du coup, ça j'ai arrêté après parce que bon, les gens ils veulent pas d'avec. Tu Tu vois? veux que ça se fight. Ils veulent que ça se fight et c'est enfin, ça c'est pas plus mal parce que moi je suis un fighter aussi, tu vois? Quand j'ai un beef avec quelqu'un, on me fait un call out, ce qu'on appelle un call out, c'est quand les gens te défient, bah, j'y vais parce que c'est ma culture. Mais moi là-bas, je voulais une jam, tu vois? Et ça m'a dépassé, mais c'est comme les chanteurs qui font une chanson et qui font une chanson à succès, ils font plein d'autres chansons, Mais on retient que on celle-ci. retient que celle-ci et c'est cauchemar pour eux, mais en même temps, ils vivent de ça. Donc ils vont pas se plaindre, c'est une bénédiction, tu vois? Tu as fait une chanson qui te permet de faire ton art. Donc voilà. Parce qu'au départ, ça se passe donc juste debout ou JD, beaucoup l'appellent ça JD. Ça se passe à Champs-sur-Marne, parce que c'est là où tu vis, Exactement, hein? ouais. Et au départ, tu as quoi? Tu as 400 personnes? Ouais, 400 personnes dans un gymnase, vert, pas très joli, qui résonne, mais aidé par la MPT, donc Maison pour tous, Victor Jara et tous les protagonistes de là-bas et on fait ça dans le gymnase
Et voilà, et je courais après les gens pour s'inscrire à la base. Parce que ça n'existait pas. Il y avait pas de format similaire. Tu vois? C'est fou. Maintenant, tu as plein de battles partout, les gens savent ce que c'est, mais à la base, il y avait pas. Ça veut dire qu'il y avait pas du tout d'événements comme ça, même dans le break? Dans le break, si. D'accord. Oui, dans le break, si. Attention, pardon. Oui, ça existait dans le break et ça existait, il y avait un événement sur la danse debout à New York qui s'appelait le House Dance Conference. Ils faisaient déjà la house dance et en bas, ils faisaient du funk style. Mais c'était pas le même format, tu vois? Le format vraiment 2, 2 avec 2 et cetera, c'est, c'était nouveau. Donc première année 2002, 400 personnes, tu les appelles et nin. L'année d'après? D'après bingo, moi, j'en attends 800. D'ailleurs, un mec de la MPT, il me dit: «Mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu vas attirer 800 personnes à Champs-sur-Marne?» Tu sais, moi, je dis: «Tu verras». Mais quand je dis ça, je suis pas sûr de moi quand même. Il me dit: «Ah peut-être», il me fait douter, tu vois? C'est fou, hein? Et du coup, j'attends 800 personnes, 1 200 personnes. Émeute à la porte, enfin le bouche à oreille opère, des étrangers qui viennent, c'était déjà la folie, quoi. Des étrangers. Ouais. Qu'est-ce qui t'explique que déjà ça y est? Parce que l'avènement du Juste Debout, c'est dû aussi à la montée en force d'internet. Il y a C'est la même période, c'est-à-dire que le Juste Debout arrive en 2001-2002, internet monte en 2001-2002 et il y a des forums et il y a des vidéos qui sont, uploadées et cetera. On a surfé sur ça. À quel moment est-ce que tu vas dire: «OK, là, mmh» je me demande même, tu vois, en te le disant, comment ça peut switcher. Tu dis: «OK, Champs-sur-Marne, OK», et puis comment ça va arriver à un moment donné à Bah, en Arena, fait, moi je à suis quelqu'un Bercy? de très ambitieux et il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi je suis comme ça. C'est-à-dire que quand je vais sauter à 1 mètre, je vais sauter à 1,10 m. C'est comme ça, je suis comme ça et je fais 1 200 personnes à Champs et là je me dis: «Attends, il y a un truc à jouer. C'est rempli, il y a des gens à la porte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille dans une autre salle». Seulement la MPT Victor Gérard, eux, ça les arrange pas puisqu'ils sont de Champs-sur-Marne et il y a pas d'autres salles là-bas, aussi grandes. Donc je me dis: «Bon, je vais à la mairie de Paris et je demande, le stade Pierre de Coubertin, dans le 16e, qui, accueille, 6 000 personnes et en 2004, on fait le premier Juste Debout au stade Pierre de Coubertin avec l'aide de la mairie de Paris. Qu'est-ce qui fait que la mairie de Paris t'a dit oui à ce moment-là? Vous allez halluciner. C'est qu'en fait, le premier cabinet à avoir subventionné le Juste Debout, c'est le cabinet de l'intégration. C'est même pas la culture, c'est pas la jeunesse, c'est pas le sport, c'est rien. C'est l'intégration, un cabinet qui n'existe plus. Parce que c'était genre, fallait intégrer des jeunes et moi, comme j'avais le vice du quartier et un côté business, j'étais avec, un homme qui s'appelait, qui paix à son âme, qui s'appelle Pascal Gilbert, qui était directeur de la MPT, Victor Jara et qui m'a accompagné à la mairie de Paris pour faire comme si moi j'étais le petit du quartier et que lui qui était, français, cravate, tout ça, qui était un peu mon tuteur quoi, tu sais, le mec et quelques années après, ils se sont rendus compte que tout venait de moi, en fait. C'est génial, j'adore. C'est incroyable. Mais donc ça veut dire que c'est aussi savoir être suffisamment malin pour aussi bien savoir s'entourer? Pas le choix. Les gens qui disent: «Ouais, non, mais moi je vais être dans les règles et tout». Non, tu ne peux pas être alors, toute proportion gardée, bien sûr. Tu veux faire du business, il va falloir que tu enfonces des portes, que tu sois pas dans les règles. Si tu veux faire, des choses grandioses, il faut que tu aies le vice qu'eux-mêmes ont. C'est-à-dire que même quand je vais voir la mairie de Paris, eux, quand ils nous récupèrent, c'est pour quelque chose. C'est pas que de la gentillesse. C'est qu'il y a une volonté politique derrière. Donc ils savent, il faut en être conscient. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Pierre Cerne et Ricardo Coronado, qui m'ont donné la première subvention à la mairie de Paris. Parce que c'était eux qui ont quand même heu, insufflé le truc, quoi. Puis après, donc moi, comme j'en ai jamais assez, heu, intégration, je fais: «Putain, ça me fait chier intégration quand même». Bon, c'est pas grave, je vais en faire de la culture et après je vais au cabinet d'à côté, sport, jeunesse, culture et je rassemble plus de thunes pour faire plus et donc pendant 4 ans, on est au stade Pierre de Coubertin. Donc première année, 2 500 personnes, 5 000, 7 000 la troisième année, trop dangereux, mais vraiment, hein, tout le monde, des balcons et tout, c'était chaud. Donc j'ai réduit à 6 500 en 2007 et après en 2008, j'ai dit: «Bon, c'est plus possible, il faut que j'aille au POPB», donc Palais Omnisport de Paris-Bercy, qui est devenu plus tard l'Accor Arena. C'est ça. Hem, il y a un tel engouement, comment est-ce que tu l'expliques ça? Sur la danse, en quoi est-ce que finalement ce genre d'événement va susciter autant d'envie? Ce genre d'événement ou juste debout? Le Juste Debout. Le Juste Debout et je suis pas quelqu'un de modeste, donc je vais te dire ce que je pense vraiment, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec des équipes, pas tout seul, hein, avec des équipes que j'ai broyées.
J'ai broyé des équipes parce qu'il fallait aller là-bas tout droit et que: «Hey, on n'a pas le temps là, vas-y, c'est dur le travail, j'en ai rien à foutre, vas-y, on y va». J'ai dû broyer des équipes parce que faute de moyens. Parce que même si tu as des subventions de la mairie de Paris, tout ça, tu fais payer l'entrée, c'est pas assez. C'est le Juste Debout, c'est un gouffre financier. D'accord? Donc je remercie toutes ces équipes, je remercie toutes les personnes à qui, ça a été très dur. Et il y en a qui sont partis très contents aussi, hein, du Juste Debout, qui ont fait des 4 ans, des 5 ans, mais qui en avaient marre à la fin parce que c'était dur. Et donc beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc sacrifices en temps, sacrifice humain, sacrifice d'argent, parce que moi, j'ai mis de l'argent dans Juste Debout. Parce que je te rappelle que je faisais une tournée, moi, enfin, j'étais artiste, je bossais avec les plus grands. J'étais mannequin pour Nike, j'ai injecté de l'argent dans mon projet. Donc il y a ça. Les gens voient le produit fini, ils se disent: «Ah, il a de l'argent». Mais il y a eu un investissement. Bon. Et et par rapport à l'affection qu'ont les gens, je pense que j'ai beaucoup écouté, le peuple danse. Le peuple de la danse, j'ai beaucoup écouté et j'ai fait ce qui vou enfin, par exemple, il y avait en même temps que Juste Debout, l'ascension du hip-hop dans les théâtres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça ne nous correspondait pas. Parce que le hip-hop, c'était contemporanisé, c'était pas une écriture qui nous parlait à nous. On était plus brut, plus sauvage. Et quand je dis sauvage, c'est pas, dans le terme, on casse tout, c'est brut, c'est, primitif, dans le bon sens du terme, pas dans le sens, condescendant. Et donc on était primaire, quoi. On veut un truc brut qui nous ressemble et voilà. Et du coup, j'ai répondu à ça. Ça a été juste l'offre et la demande, tu vois? Et les gens sont venus en masse et le bouche à oreille a opéré et puis on a bossé, on a bossé, on a et un troisième point, la crédibilité. Comme je suis danseur et que je pense être un bon danseur, les gens se sont identifiés à ça. C'est-à-dire que les gens, ils se sont dit: «Ah ouais, non, si lui il peut, nous, on peut», tu vois? Et ça, c'est magnifique parce que dans la transmission, même si tu as des gens qui m'aiment pas, «Ouais, c'est de la merde», tout ça, mais ils sont quand même au juste debout. Ils disent: «Ouais, Bruce, c'est un enfoiré». Oui, mais ils sont quand même au juste debout et moi, je dis: «Mais tant mieux», enfin, tu vois? C'est c'est ça, c'est quand on alors en termes business maintenant, quand ton produit est fort, les gens suivent. Et est-ce qu'il y a dû avoir, beaucoup, beaucoup d'événements, de moments extrêmement forts? Est-ce que, parce que tu as fait jusqu'à maintenant, bon après on parlera, de la difficulté parce qu'il y a eu un moment quand même compliqué qui est évidemment, 2020, le Covid. Mais, où tu t'es dit, tu as un souvenir, ton plus grand souvenir de fierté par rapport au Juste Debout et dans la danse notamment? Mais alors, je vais te dire, ce que je dis, excuse-moi, hein, mais Ah, tu m'énerves de le dire souvent. ouais, je sais, je le dis souvent, mais c'est pas souvent diffusé. Je n'aime aucun Juste Debout. Quand je le vis, je déteste. Je j'ai des crises, je vais pas aller dans les détails, mais j'ai des crises qui se manifestent dans le corps. J'ai des c'est un tel monstre que j'arrive pas à le savourer. Je Même avec les années? non, franchement, tu souffres, je souffre. Je souffre, mais je le fais, je continue à le faire parce que c'est beau après. C'est-à-dire que quand je regarde des images, quand j'entends des commentaires, quand je vois des danseurs heureux, quand je vois des danseurs qui vont chez Madonna, qui vont chez Chopard, qui vont chez Nike, qui vont, voilà, je me dis: «Ah OK, d'accord, ouais, c'est cool». Parce que finalement, le JD est une plateforme mondiale où les gens se retrouvent, où c'est devenu un événement incontournable et où finalement on devient aussi quelqu'un. Tu vois, je pense par exemple à Nelson, à des Sofiane que j'ai eu le plaisir d'interviewer, et où ça devient un moment où on va aussi se retrouver, mais aussi on va avoir un statut. Et quand tu gagnes le JD, tu deviens quelqu'un. Bah, tu deviens quelqu'un et même je vais même te dire un truc, c'est que même quand tu gagnes pas et si tu fais une belle prestation et que le public t'a dans le cœur, mais tu gagnes tu des fois, tu bosses encore plus que celui qui a gagné. Moi, j'ai fait Juste Debout une année en 2012 pour les 10 ans. J'ai perdu, mais j'ai dansé et les gens ont apprécié, mais j'ai fait le tour du monde après et j'ai dit: «Ah, c'est ça, j'ai compris». Toi-même, tu avais pas Mais compris. oui, je me disais: «Bon, voilà», mais je te jure, j'ai pris dans l'année 70 avions. 2012, je fais Juste Debout, 2013, je suis dans 70 avions et je dis: «Ah OK, d'accord». Donc je comprends le mec qui m'aime pas, mais qui est quand même là, tu vois? Parce que c'est une plateforme incroyable et tant mieux et 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 voilà donc ouais, Comment t'expliques que quand même, au niveau des sponsors, ça suit pas? parce que je suis trop engagé. Je suis quelqu'un de chiant. Je suis quelqu'un Tu peux me donner 1 million d'euros, si je veux te dire merde, je te dis merde.
Oui, bah, ça depuis tes 10 ans, ça a été le cas. Ouais, mais si tu veux, quand quelqu'un te donne de l'argent, il a l'impression qu'il t'achète et ça, c'est incroyable et moi, je leur dis, hein, tu vois, j'ai bossé avec l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, voilà, par contre, je suis très malin maintenant, je fais des contrats bien ficelés avec des av et donc je m'étais mis, directeur artistique et la meuf de l'opéra, à un moment, elle me dit: «Ouais, moi, mets cette musique». Tu sais, elle me parle comme ça, tu vois? Parce qu'elle m'a donné un budget. Mais ce que tu m'as donné là, ça ne pourra jamais m'acheter, tu vois? Et du coup, elle me dit: «Mets cette musique, mets pas celle-là». Je fais: «Ah non, non, mais tu pas compris là. Tu pas à me dire ça, en fait». Elle m'a outré. «Comment ça?» Et surtout dans une institution Ah comme ouais! l'Opéra de Paris. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Le premier rendez-vous, je rentre dans le bureau, elle me dit: «Bon, les vrais Kaira ici, c'est nous». Elle me parle comme ça, hein. «Les vrais Kaira ici, c'est nous, vous avez 40 ans, on a 400 ans». Je fais: «Ah ouais», moi je rigole, je fais: «Ah OK, d'accord». Donc là, je me fais: «Ah OK, OK, verrouille bien». J'ai tout verrouillé et elle me dit: «Ouais», donc comme je lui ai refusé sa musique, son petit caprice, tu vois? Elle voulait me tège. Elle commence à dire: «Oui, mais tu peux pas être directeur artistique», parce que sur les Insta et tout, c'est Bruce, directeur artistique de l'Opéra de Paris, tout ça. Enfin de Battle Opéra qui était le battle qui devait se faire à l'Opéra de Paris. Opéra Garnier, Waouh! ouais. Un budget énorme. Mais donc ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait parce qu'il y a eu une grève. En fait, il se faisait on a fait le tour du monde, on a recruté les danseurs, on est arrivé le 25 décembre, grève. Et là, j'hallucine. Je dis: «Mais attends, 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 tu m'as donné un budget de ouf là, pour me dire qu'aujourd'hui, l'éclairagiste, il veut pas bosser?» Incroyable et ça, c'est des aberrations de la France. Ça, j'arrive pas à comprendre, tu vois? Bon, ça, c'est encore un Oui, autre oui, oui. Mais donc ça veut dire que en gros, ce battle-là attends, je termine ouais, juste un truc. vas-y, vas-y, termine. Parce que par rapport à la direction artistique, quand tu me donnes un projet et que tu me dis: «Ouais, tu seras directeur artistique», moi, je le note. Donc sur le devis, sur le contrat, je le note et à un moment, quand elle est pas contente, elle me dit: «Mais tu peux pas être directeur artistique, la directrice artistique, c'est Dupont». Je fais: «Non» et je lui montre le contrat. Je dis: «Tu me redis ça, on va devant la loi». Pétrifiée, mais elle me déteste. Jusqu'à présent, elle me déteste. Mais moi, je suis comme ça, c'est-à-dire, tu peux me donner 1 million, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu me donnes 1 million pour faire rayonner ton truc, tu vas t'y retrouver, tu vas m'y retrouver, mais tu ne m'achèteras pas et tu achèteras pas ce qu'on fait. Et il y a trop de c'est pas pour dire que je suis meilleur que les autres, c'est juste pour dire que faut faire attention à comment les gens te donnent de l'argent, pourquoi ils te donnent de l'argent et comment ils vont réagir en te donnant de l'argent. C'est-à-dire que Oui, mais en même temps, tu restes authentique. ouais, mais tu me demandes pourquoi j'ai pas de sponsor? Parce que le mec qui te donne de l'argent, il arrive un peu comme un colon, quoi. Il dit: «Ouais, j'achète ça, donc j'ai ça». Bah, non, t'achètes ça, t'as ça, mais t'auras pas plus. T'auras pas ma façon de penser, comme dirait, Pani, Et ma liberté de penser. ces trucs de l'Opéra de Paris, parce que ça me donne, d'abord j'ai les boules parce que je me dis: «Ce genre d'endroit, ça aurait été». Non, mais c'était incroyable. Mais en fait, si tu veux, l'embrouille, elle a commencé c'était des danseurs classiques. Le projet initial, hein, c'était magnifique. Des danseurs classiques, des danseurs hip-hop. Les danseurs classiques dansent, les danseurs hip-hop dansent, il y a une fusion à un moment, voilà. Et entre les battles, qu'on avait recruté du monde entier, il y avait des actes avec des danseurs incroyables et des danseuses incroyables, classiques comme, hip-hop. Tu vois, j'avais monté un truc de fou. J'ai des frissons rien d'en parler parce que je suis dégoûté de pas avoir fait. Mais à un moment, on fait une réunion, elle dit: «Ouais, mais les danseurs classiques, ils feront pas de classique». Je fais: «Comment ça? Les danseurs classiques, ils font du hip-hop». Je fais: «Mais tu folle ou quoi, toi?» C'est-à-dire que tu m'appelles pour valoriser le hip-hop et tu le dévalorises en voulant nous singer avec des danseurs classiques. Je dis: «Jamais» et on était dans le réfectoire avec tout le monde et réunion de prod, hein. Je dis: «Mais jamais, tu ouf ou quoi?» Et là, elle commence à crier et je crie plus fort qu'elle, tu vois? Parce qu'à un moment, tu peux pas, parce que tu es directrice, crier sur un gars et il y aura pas de retour, c'est pas possible. Et je dis: «Non, mais ça n'arrivera pas», tu vois? Et donc là, ça a commencé à mais tu vois, c'est pour te dire qu'en fait, les institutions, je m'en méfie parce qu'à chaque fois, ils te font c'est Belzébuth, quoi. Ils arrivent, les sirènes, les musiques: «Oui, t'inquiète pas, ça va être génial» et après, c'est petit à petit: «Non, mais tu vas faire ça, tu vas te mettre là, tu vas faire ci» et moi, j'accepte pas. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sens de la danse avec Bruce et Kenji, mais ce n'est pas fini. La semaine prochaine, la conversation continue et Bruce y dévoile un scoop exclusif sur l'avenir du Juste Debout. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à dimanche prochain.